BX1 +. L'invité de Fabrice Grosfilet. Notre invité, c'est David Lester, qui est le président du mouvement réformateur pour la région bruxelloise. Bonjour David Lester. Bonjour. Merci d'être avec nous. Est-ce que le Parti Socialiste vous a pris de vitesse ce matin ? Ah non, nous on est très contents. Je veux dire, au minimum, comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure, c'est un coup d'accélérateur sur Uber. Et donc si d'ici une semaine, 10 jours, on peut enfin avoir ce plan taxi qu'on attend depuis des années, au minimum, toutes ces dernières heures, ces derniers jours auront pu aboutir à ça, et tant mieux. Oui, donc j'explique, pour ceux qui prendraient l'émission en cours de route, le groupe socialiste au Parlement bruxellois a décidé de déposer une proposition d'ordonnance pour régler le problème Uber-Taxi. Vous aviez aussi sous le coude une proposition d'ordonnance. Vous aviez envisagé de la déposer demain matin. Vous la déposerez quand même ou vous allez vous abstenir ? Alors ici, on va étudier ce que nous, on avait prévu de déposer. C'était un texte qui permettait de créer une phase transitoire jusqu'à ce qu'un grand plan soit enfin voté. Parce que pour le moment, les chauffeurs Uber ne peuvent toujours plus rouler depuis vendredi 18h. Et ce qu'on veut, c'est qu'avant que soit voté le grand plan, ils puissent reprendre le volant qu'il n'y ait pas de rupture de charge pour eux non plus. Ouais. Et donc vous allez quand même la déposer ou pas ? Très probablement, oui. Vous allez probablement la déposer. C'est-à-dire qu'on aura deux propositions sur la table demain, celle de la majorité qui est le plan taxi et celle du mouvement réformateur dans l'opposition qui est une solution transitoire. Oui, c'est ça. Donc nous, on a aussi notre plan taxi qu'ici, on va ne pas déposer. On va attendre de voir exactement en quoi consiste le plan de la majorité. Mais le texte que nous, on veut déposer probablement ce soir ou demain, c'est de s'assurer qu'avant que ce texte-là, grandeur nature pour tous les secteurs taxi, Uber, soit lui voté, ce qui peut prendre parfois 10 jours, 15 jours à voir, il y ait une phase transitoire et que les chauffeurs Uber puissent reprendre le volant. Cette phase transitoire, elle peut être activée très rapidement ? Alors pour nous, d'après nos juristes, oui, mais je dois reconnaître que ça n'est pas si simple que ça. Ça veut dire qu'il y a quand même, a priori, une petite semaine de battement à prévoir. C'est ça, absolument, c'est pas si simple. Sur le plan taxi dans son ensemble, on sait que la majorité veut une sorte d'uniformité de traitement avec les mêmes règles sociales pour tout le monde et puis deux sous-ensembles, taxi de rue, taxi station. C'est la bonne marche à suivre ou pas pour vous ? On est ouvert à tout. Franchement, je veux dire, on veut voir le texte avant, mais c'est une piste qui est parfaitement creusable. En tout cas, on avait, nous, notre propre texte qui s'inspirait entre autres un peu de ce qui se fait en Flandre, mais pas complètement. C'est un peu la même source d'inspiration. Absolument. Oui, ça fonctionne là-bas, donc pourquoi pas ici ? Ouais, donc ça veut dire qu'on pourrait sortir de cette guerre de tranchées Uber-Taxi, même si Uber va devoir se plier à de nouvelles règles. Oui, moi, ce qui m'importe, ce sont surtout les chauffeurs Uber. C'est ça le plus important pour moi. C'est plus de 2000 chauffeurs, 2000 familles. Il faut qu'ils puissent rapidement regagner leur croûte et reprendre le volant. Ouais. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment, malgré tout, que Uber a un peu instrumentalisé les chauffeurs, l'opinion publique et peut-être aussi les partis politiques en désactivant sa plateforme très rapidement ? Ils auraient pu attendre quelques jours ou quelques semaines avant de la désactiver. Alors c'est ce qu'a dit Rudy Vervoort au Parlement vendredi. On a pris contact du coup avec les juristes spécialisés et certains nous disent que non. Dès mercredi, en réalité, une astreinte de 10 000 € par infraction leur était imposable, ce qui peut faire beaucoup d'argent. Donc je comprends que, en l'occurrence, ils aient fermé ça vendredi soir. Alors, donc, débat à suivre demain et dans les jours prochains au Parlement bruxellois. Il faudra garder un nombre de licences suffisantes pour Uber. On dit qu'il y a 2000 chauffeurs à peu près en région bruxelloise qui travaillent pour Uber. C'est un peu plus de 1200 licences, si je ne me trompe pas, mais il y a parfois plusieurs chauffeurs sur une seule et même licence. Il y a de la place pour tout le monde. Nous estimons qu'il y a de la place pour tout le monde. Plusieurs études le démontrent. Ouais. À quoi est-ce que vous allez devoir, vous, être attentif dans l'opposition sur ce plan taxi de la majorité, qu'on ne connaît pas dans les détails pour l'instant ? Oui. Il faut que ce plan taxi soit en fait un bon compromis entre les chauffeurs taxi, qui ont des revendications tout à fait légitimes, on peut l'entendre, et puis tous les chauffeurs Uber, et s'assurer surtout que Bruxelles reste extrêmement moderne en termes de mobilité, et qu'il y ait une offre suffisamment grande. Vous savez, on cherche ici à faire en sorte que l'on utilise de moins en moins notre voiture individuelle, ce qui est extrêmement louable pour une grande ville comme Bruxelles, mais il faut alors que les alternatives correctes puissent être suffisamment développées. Uber en est une. C'est la fin d'une saga ou c'est juste un épisode de cette saga ? Non, je pense qu'ici la pression est suffisamment maximale et en tout cas, nous, ça, c'est le seul point. Il y a deux éléments. Un, on veut être constructif. Extrêmement constructif pour le bien de tout le monde. Mais deux, si on sent qu'on cherche encore à gagner du temps, ce qui est trop fait depuis trop longtemps, alors on va continuer à mettre énormément de pression. Vous savez, ici, le gouvernement a réussi une chose qui est assez incroyable, c'est qu'ils ont réussi à être plus lents que la justice. Et ça, en Belgique, il faut quand même être très fort. Alors, autre dossier dont on doit parler aujourd'hui, c'est le coup d'envoi de la vaccination des doses de rappel. Donc, 3e dose pour la plupart des gens, 2e pour ceux qui ont été vaccinés avec Johnson & Johnson.
on a le sentiment d'un changement de stratégie de la part du gouvernement bruxellois, de la COCOM. C'est vive la vaccination de proximité et la fin des grands centres. Vous demandiez la vaccination de proximité, vous êtes content? Oui, en fait, c'est ce que tous les bourgmestres le demandaient depuis le mois de mars, toutes couleurs politiques confondues, c'est ne développez pas de grandes méga-centres, ou peut-être de manière temporaire, pour en effet faire, je dirais, de la masse. Mais là, maintenant, c'est terminé. Il faut absolument être dans la proximité, dans la pédagogie, dans le concret. On va réussir à vacciner tous les Bruxellois théoriquement jusqu'à la fin de l'année pour cette dose de rappel, même si on n'a pas de grand centre, puisque le ESL ne va pas rouvrir. Mais on a quand même des doutes. Vous savez, la vaccination bruxelloise sur l'ensemble de la population, donc même les moins de 18 ans, n'est pas à 60%. On n'est toujours pas à 60%. Donc on voit bien que les réticences sont encore très, très lourdes. On a plus de 70% pour les plus de 18 ans. Absolument. Et on est à 85-90% pour les autres régions. Donc on voit qu'il reste une marge de progression. Et donc, en fait, il faut faire un cumul. Il faut à la fois des grands centres, mais il faut aussi beaucoup. Il faudrait rouvrir le ESL ? Idéalement, bien sûr, parce qu'on le voit que la troisième dose fonctionne. Alors, moi, je ne veux pas rentrer dans la technicité de la COCOM parce que je peux comprendre que c'est pas simple à faire. Et donc, s'ils nous disent qu'il y a une autre option, pourquoi pas? On est ouvert à tout. Ce qu'on voit, c'est que si vous analysez, par exemple, la troisième dose dans un pays comme Israël, on voit qu'à partir du moment où il y a eu un boost troisième dose, les chiffres de contamination et de soins intensifs ont chuté drastiquement. Donc, elle protège, cette troisième dose? Apparemment, oui. Alors, je sais que c'est difficile à vendre parce qu'on a dit vous devez vacciner une fois, 2 fois, maintenant 3 fois. Mais là, ici, les résultats sont assez impressionnants. Du moins, c'est ce qu'on a pu analyser. Donc, vous pensez qu'il y aura une grosse demande de la part des Bruxellois? En tout cas, c'est ça qu'on doit pouvoir mieux communiquer. Ce que je vous dis là maintenant, c'est très important. Moi, j'ai vu ces chiffres. Je veux dire que ça permet de bien convaincre. Oui. Bruvax, ça reste un système qui n'a pas votre faveur? Et pas du tout. Et je dois vous avouer qu'on reste profondément scandalisé par Bruvax et par ce qui s'est passé. Donc, rapidement. Parce qu'il est quand même plus simple à utiliser que les autres systèmes mis en place par les autres régions. Oui, si ça fonctionnait si bien, on aurait un taux de vaccination encore plus élevé à Bruxelles. C'est justement à Bruxelles qu'on a le moins bon taux de vaccination. Donc on me dit pas que de la faute de Bruvax. C'est peut-être pas que ça. Mais c'est quand même assez impressionnant de voir. En fait, il y a quoi comme problème? Moi, je peux comprendre. Ils aient voulu faire une plateforme plus utile, plus efficace, plus ergonomique, plus simple. Ergonomique. Et c'est vrai que Docleur n'est pas la plateforme la plus simple. C'est vrai. Ça, je comprends. Je peux même entendre que le ministre n'ait pas vu jusqu'à l'annonce de la faille qu'il y avait une faille en termes de protection de la vie privée. Est-ce que c'est une vraie faille? Parce qu'il fallait quand même utiliser le numéro d'identité de quelqu'un qui n'est pas vous. Si vous lisez le RGPD, ça c'est clair. C'est le rôle de l'administration et donc du rôle du politique de garantir que même les accès non autorisés, donc, par exemple, vous prenez le registre national de quelqu'un d'autre, soit le plus protégé possible. Donc là, il y a une faute de la part de la COCOM. La faute, pour moi, elle arrive au moment où ils connaissent cette faille, où je dirais elle est révélée par certains 21, entre autres, mardi passé, et où à partir de là, il n'y a pas de réaction. L'autorité de protection des données n'est pas alertée et il n'y a pas non plus de fermeture aussi temporaire soit-elle de Bruvax. Au contraire, ils ont continué et en rajoutant des failles aux failles, puisqu'à un moment donné, ils ont même demandé quelle était votre situation en termes de comorbidité. Puis, je veux dire, ils passent de jour en jour, je reçois énormément de messages où, de plus en plus, on réalise que Bruvax n'est pas du tout fiable en termes de protection de la sécurité privée. Même si aujourd'hui, on a une formule un petit peu ambiguë. Si vous êtes dans les conditions pour une dose de rappel, ça, c'est pas suffisant? Alors moi, je demande à l'autorité de protection des données de dire est-ce que c'est suffisant ou pas. Je suis pas expert, mais je comprends que, par exemple, ce week-end, des gens ont reçu des courriers où il était mis dessus, noir sur blanc, ceci est un rappel pour la deuxième dose. Donc c'est écrit sur le courrier. Donc, on sait que vous avez eu une première dose. Mais c'est une donnée vaccinale qui normalement est intime, ne doit pas être révélée. Mais ici, elle l'était. Donc pour vous, il y a une faute? Pour moi, il y a une faute politique à partir du moment où on connaît les failles et on n'a pas réagi. Alors, dernier dossier qu'on voudrait aborder avec vous ce matin, David Lester, c'est un dossier fédéral. Mais comme vous êtes président de la régionale bruxelloise du mouvement réformateur, j'imagine que vous en avez entendu un petit peu parler. C'est le dossier du nucléaire. Oui. Faut-il ou pas prolonger les centrales nucléaires ou faut-il activer la sortie qui a été votée par le Parlement fédéral en 2003? On connaît la position du mouvement réformateur. Elle a été dite et répétée de nombreuses fois. La question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que ça vaudra une sortie du gouvernement ou une affaire de majorité? Ou est-ce que le mouvement réformateur peut vivre avec la sortie du nucléaire maintenant qu'il a dit très clairement qu'il n'était pas pour? Non, on ne va pas sortir du gouvernement, ça rajouterait encore plus de problèmes aux nombreux problèmes qu'on a maintenant. Mais on va continuer à se battre. Les heures et les jours et les semaines que l'on traverse maintenant sont capitales pour la sécurité d'approvisionnement du pays, pour le prix, et puis pour garantir aussi que nous n'émettons pas trop de CO2. Alors sur le prix et sur la garantie d'approvisionnement, il doit y avoir un rapport de Tina van der Straten. C'est ce qui était prévu dans l'accord de gouvernement. Le rapport n'a pas encore été formellement déposé, mais il y a un risque qu'elle ne réussisse pas à vous convaincre?
Oui, pour le moment, nous ne sommes pas convaincus. Je veux dire, on peut égrener les arguments, ils sont assez nombreux. Je veux dire, ici, en termes de sécurité d'approvisionnement, ce que l'on a comme chiffre maintenant, c'est qu'on n'est pas du tout garanti de pouvoir continuer à allumer notre télé dans 3-4 ans. Pas du tout. 2, en termes de prix, on réalise que ça va exploser. Je vous donne un exemple, mais si, par exemple, la tonne de CO2, il y a quelques années, était à 20 €. Aujourd'hui, elle est à 67 €. Les rapports sur lesquels on se base tablent sur un prix maximal de 90 €. Quand on voit l'évolution en très peu de temps, on réalise que les prix, quand vous allez allumer votre télé, vous allumez votre chauffage, vont exploser dans quelques années. Même si ici on relance le nucléaire, ça va aussi avoir un impact sur la facture parce qu'il va falloir faire un certain nombre d'investissements et que Engie ne va pas les faire gratuitement. Oui, mais un démantèlement, par exemple, du nucléaire coûte aussi. Donc, l'un dans l'autre, il y aura des investissements publics de l'État. Le démantèlement du nucléaire, théoriquement, il a été pris en charge. Il y a un accord depuis longtemps. Il y a même un mécanisme qui a été mis en place. Mais pas encore payé. Oui, ça représente des milliards. C'est énorme. Ça, c'est certain, c'est énorme. Mais ne pas prolonger, pour nous, nous estimons que le calcul, 1, en termes de prix, est beaucoup plus élevé. 2, en termes d'émissions de CO2. Ouais. Est-ce qu'on peut avoir une décision en demi-teinte? Il y a théoriquement un conseil des ministres restreint ce soir et un conseil des ministres a priori demain. Est-ce qu'on peut encore tergiverser et dire on sort si ou on ne sort pas si et avoir une position à la belge très alambiquée sur ce dossier où il faut maintenant que ce soit noir ou blanc? Mais on peut aussi réfléchir à avoir, comme vous le dites très bien, une sortie partielle. Est-ce qu'on est obligé de faire un réacteur à la place de deux? Est-ce qu'on est obligé de fermer tous les réacteurs en 2024-25 ou est-ce qu'au contraire on peut pas faire? L'Allemagne, par exemple, ils ont décidé de sortir le nucléaire en 3-4 étapes. Nous, ici en Belgique, ce serait du on-off. Du jour au lendemain, on dit OK, on ferme tout. Ouais, peut-être parce que les gouvernements précédents ne l'ont pas vraiment préparé. Ils ont probablement préparé le plus qu'ils pouvaient. Je veux dire, en termes d'éolien, par exemple, d'éolien offshore, on n'a jamais eu autant d'investissements en si peu de temps. Mais ici, il faut probablement donner un peu plus de temps au temps. Sinon, ça va coûter cher et on va émettre encore plus de CO2 que maintenant. Garder un réacteur pour quelques années de plus, ce serait la solution de compromis? Par exemple, alors, je ne suis pas expert au point, peut-être qu'il en faut 2, mais pourquoi pas. Merci beaucoup, David Lester, président du mouvement réformateur pour la régionale bruxelloise et évidemment député au Parlement bruxellois.